Samedi 18 décembre, bonjour et bienvenue dans le 13h. Le Premier ministre Patrick Joromachi était hier dans les locaux de l'ENA, ici même à Cocody, pour la cérémonie de baptême de 2 promotions. Une cérémonie également marquée par la décoration de quelques personnalités de l'administration publique. Le reportage de Grace Kando à suivre au tout début de ce journal. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et d'apprentissage envisage de jouer un rôle plus important dans l'insertion professionnelle des jeunes, d'où la mise en route d'un vaste programme de réhabilitation et d'équipement qui a été entrepris par le gouvernement dans ces écoles spécialisées. Dans le cadre du sommet Turquie-Afrique, 4 ministres ivoiriens ont effectué le voyage de la Turquie pour nouer des partenariats d'affaires avec leurs homologues turcs. Ce sont la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, les ministres de la Santé, de l'Éducation nationale et de l'Agriculture. L'ENA. L'École nationale d'administration a abrité hier une double cérémonie de baptême de ses 54e et 55e promotions, des promotions qui portent le nom de Patrick Hachi. Le Premier ministre était présent à la cérémonie. Il a exhorté ses filleuls à davantage cultiver l'amour du travail. C'était au micro RTI 1 de Grace Kando. Promotion, Patrick Joromachi, avoir pour devise loyauté, travail, excellence. Et nous sollicitons le haut parrainage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de vous accorder notre parrainage. Ce cérémonial marque la sortie officielle des 54 et 55e promotions des élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration ENA, baptisée du nom du Premier ministre Patrick Hachi. Les 2 promotions sont plus de 700, dont 20 auditeurs libres en provenance du Niger, de la Centrafrique et de Djibouti, formés sur des thématiques de la gouvernance administrative moderne. Nous sommes à l'ère de la façon des échanges qui commande que les opérations de première ligne se fassent avec célérité pour ne pas que les suressaris prennent un envol. Comment faire pour que les procédures soient respectées, soient faites correctement sans étouffer le contribuable? Nous allons travailler dans ce sens. La sortie de ces 2 promotions s'inscrit dans le cadre des journées de la fonction publique. Les leçons apprises au cours de ces journées révèlent que l'administration ivoirienne comprend de très nombreux agents vertueux et de grande qualité qu'il convient d'encourager. Et que la modernisation de l'administration, socle de notre mission, doit se nourrir d'agents publics, professionnels et compétents, capables de porter avec succès le changement. Des agents compétents, l'administration publique en regorge. 11 personnalités ont vu leur travail reconnu. 9 ont été faits commandeurs, 4 officiers et 2 chevaliers, tous distingués dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Reconnaître le mérite des agents, reconnaître le mérite de ceux qui ont en charge d'animer toutes les structures de la fonction publique, de les motiver, de les galvaniser au travail, cela ne peut avoir qu'un bénéfice sur le travail. Et nous vous disons merci d'avoir reconnu cela aujourd'hui. Parrain des 2 promotions, le Premier ministre Patrick Hachi exhorte ses filleuls à la culture du travail bien fait. Chers filleuls des 54e et 55e classes de l'ENA, c'est à vous qu'il reviendra donc bientôt, dans la droite ligne de vos devanciers, d'accélérer le processus de transformation de notre administration publique et d'y faire émerger les mêmes valeurs que celles que vous avez choisi de graver au frontispice de vos promotions. Vous êtes les femmes et les hommes appelés par votre vocation et vos capacités à exercer la fonction la plus importante et la plus noble qui soit dans l'ordre temporel, le service de l'État et de la nation. Soyez-en fiers, soyez-en dignes. Passation de flambeau entre les 2 promotions sortantes et la 56e promotion. Un défilé exécuté par 3 détachements de l'armée de terre ont constitué, entre autres, le menu de cette cérémonie. 4 membres du gouvernement ivoirien sont en ce moment à Istanbul, en Turquie. Ils y sont dans le cadre du sommet Turquie-Afrique, mais surtout pour nouer des partenariats d'affaires avec leurs homologues turcs. La délégation est conduite par la ministre des Affaires étrangères, la ministre
Binta Kandia Camara. Et l'envoyé spécial à Istanbul pour RTI1, c'est Michel Digré. Les 4 ministres ivoiriens à Istanbul intensifient l'offensive diplomatique au second jour du sommet Turquie-Afrique. La ministre Maria Toukone a porté la voix de la Côte d'Ivoire au cours de la réunion ministérielle sur l'éducation. Après quoi, elle a eu une séance de travail avec son homologue turc. Nous avons parlé de la question de la sécurisation des examens. Nous avons parlé de la qualité de la formation et le renforcement des capacités des enseignants. Nous avons parlé également de la qualité de la formation de nos élèves. Avec le ministre, nous avons convenu de continuer ces échanges, de faire en sorte que nos collaborateurs puissent se parler pour construire un partenariat gagnant-gagnant. Dans la salle d'à côté, c'est le ministre Pierre Demba qui a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire sur la riposte sanitaire contre la Covid-19. Je pense que la Côte d'Ivoire a su tirer son épingle du jeu. Nous voyons que à travers ce que nous avons fait, nous avons donc les meilleurs taux de vaccination dans la plupart des pays qui sont partenaires de la Turquie qui sont arrivés. Les taux de létalité et de positivité sont également très faibles. Donc je pars assurer, vraiment investi de l'expérience d'un pays qui a su en si peu de temps développer son secteur de santé et qui est aujourd'hui un modèle donc, en Europe et dans la sous-région. Au cours de l'audience avec le ministre turc de l'Agriculture, comme à la réunion ministérielle, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a livré les priorités de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé des potentialités agricoles de notre pays qui aujourd'hui ont besoin d'être fructifiées et donc la Turquie s'engage à nous accompagner dans le domaine de la transformation de nos produits et le ministre également nous a donné l'information que des équipes viendraient en Côte d'Ivoire pour voir notre niveau de mécanisation de notre agriculture parce qu'en la matière, la Turquie est très en avance. Le dernier tableau de cette offensive diplomatique s'est joué dans la salle des plénières où les ministres des Affaires étrangères des pays présents à ce sommet ont planché sur plusieurs thématiques. Ces points concernent la paix, la sécurité, la justice, le développement axé sur l'homme, la santé, l'éducation, la formation de qualité, l'emploi des jeunes et des femmes, l'environnement. La ministre Kandia Camara donne la position des pays africains sur ces sujets. Tous ici, nous nous sommes accordés pour dire que tous ces points sont des points prioritaires pour l'ensemble des États africains. Parce que nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes, nous avons tous les mêmes défis à relever et donc nous avons décidé, nous pays africains, de coordonner justement ces points de vue et d'en discuter avec notre partenaire qu'est la Turquie. En marge de ces travaux, Kandia Camara a multiplié les échanges avec ses homologues et a accordé des interviews à la presse internationale pour vendre les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Michel Digré depuis Istanbul, en Turquie. Et on revient en Côte d'Ivoire. Ici, on dénombre plusieurs centaines de structures d'enseignement technique, de formation professionnelle et d'apprentissage. Un secteur qui envisage jouer un rôle plus important dans l'insertion professionnelle des jeunes. C'est dans ce sens qu'un vaste programme de réhabilitation et d'équipement a été entrepris par le gouvernement dans ces écoles spécialisées. Nous vous proposons en cette mi-journée un gros plan sur ce programme et c'est Salima Toudia qui s'en charge. C'est une routine pour Francesca. Tous les matins, dès 5 heures, dans le quartier de Beaufort, dans la commune de Boaké, elle se prépare pour l'école. Soutenue par son père, elle a opté pour la finance, comptabilité et gestion au Centre de bureautique, de communication et de gestion, CBCG de Boaké.
L'enseignement technique a été son choix après l'obtention d'un bac D. J'ai choisi le CBCG parce qu'il y a beaucoup de débouchés, notamment dans d'autres universités. Lorsqu'on a le BTS, on peut continuer à avoir des bourses dans d'autres pays, la France, aux États-Unis. Un choix qu'a également opéré Yeboah, entré par voie de concours au CBCG. Il combine ses cours en gestion commerciale dans le centre et ceux de master en droit des affaires à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Quand on parle de formation technique, on a une ouverture sur le marché de l'emploi. Donc, c'est dire que toutes les formations au sein du CBCG nous permettent en quelque sorte d'appréhender le volet professionnel. Son modèle d'inspiration, l'homme d'affaires Stanislas Cézé. Et pour y arriver, il mise sur l'excellence prônée dans son établissement. L'année dernière, l'effectif tournait autour de 923 apprenants. Cette année, nous sommes à cette période à plus de 1000. Aujourd'hui réhabilité, la formation, la discipline et l'environnement sain ont fini par séduire les élèves et étudiants de la région du Béké. Ce n'est pas juste de dire que quand un élève vient à l'enseignement technique, la formation professionnelle, c'est parce qu'il a échoué de l'autre côté. Non, ce n'est pas vrai. Au niveau des techniciens, ceux-là même qui par la main, par leur dextérité, doivent construire le pays, on n'en forme pas beaucoup et on vise à former beaucoup d'ingénieurs. Si vous prenez la pyramide des emplois en entreprise, là, en haut, c'est une seule personne, c'est le DG. En dessous, ça peut être des ingénieurs, 2 ou 3 ou 4. Après, on descend. Là où on trouve beaucoup de monde, la base qui travaille, qui construit le pays, ce sont les ouvriers qualifiés, les CAP et autres. Pour le directeur régional, l'enseignement technique et l'enseignement général sont complémentaires. Montrer aux jeunes gens des modèles de réussite pour qu'ils sentent que, en fait, l'enseignement technique, c'est une voie d'insertion. En passant par là, on peut se faire une place au soleil. Véritable opération séduction des apprenants, car le ministère n'a que 5% des effectifs de l'enseignement général. Il faudra donc accroître le chiffre de 20% d'ici 2020. Structure rénovée à Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays, programme adapté à des formateurs eux-mêmes formés. L'affaire est en marche. En termes de statistiques, on nous parle d'une population qui va de 4 à 6 millions de personnes qui sont en quête d'insertion professionnelle. Le rôle du ministère dans ce cadre-là, c'est d'apporter une formation qualifiante de courte durée à visée d'insertion professionnelle. Repenser, révaloriser l'enseignement technique, c'est la mission de celui qui a aussi façonné les écoles d'excellence comme l'INPHB de Yamoussoukro. Nous l'avons rencontré à son bureau pour comprendre la politique du gouvernement. La stratégie de conquête du ministre Kofi Nguessan est bien tracée. Primo, les apprenants issus de son secteur d'enseignement doivent pouvoir trouver du travail et donc ne plus alimenter le stock des personnes en quête d'emploi. Nous aurons à avoir un programme de formation de formateurs, à mettre les enseignants en confiance. Et puis, cela ne peut pas se faire sans les partenaires. Nous sommes en train de rechercher pour tous les lycées professionnels et lycées techniques des partenaires nationaux et des partenaires internationaux. Qu'est-ce que ça dit? Un jeune qui va rentrer dans notre dispositif et qui va avoir un diplôme, quelle mobilité pourrons-nous lui proposer? S'il a un CAP, est-ce qu'il a le secteur privé qui va l'employer? Mais est-ce que s'il est bon et qu'il veut continuer sa formation à l'étranger, est-ce que nous avons une structure partenaire qui va l'accepter? Secondo, l'école de la deuxième chance viendra former les jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés au métier. Je crois que c'est comment transformer certains diplômés sans emploi en entrepreneurs de haut niveau. Je crois qu'ici aussi, il va y avoir des cours d'entrepreneuriat. Comment constituer son entreprise, comment créer. Donc ici, dans ce secteur, on aura besoin de créativité, d'innovation pour que les jeunes puissent être attirés. Mais je pense que si nous réussissons ici, on va sortir pas mal de jeunes de l'oisiveté et donner plus d'espérance comme le souhaite le président de la République. Élever le taux d'employabilité reste le dénominateur commun de cette stratégie de conquête, avec des offres à proposer à des jeunes nantis de compétences et le goût d'entreprendre. L'espoir est permis. Enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage. Mission Reconquête, un grand reportage de Salima Toudia du service Société de la rédaction avec l'appui technique de Célestin Frodo. Eux sont au nombre de 63 et constituent la 4e promotion de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Après plusieurs mois de formation, ils sont experts en ingénierie du genre et viennent de recevoir leur diplôme. C'était lors d'une cérémonie de graduation haut en couleur qui consistait à les présenter aux décideurs nationaux et internationaux. Retour sur cette cérémonie avec Clarisse Kanyala et Didier Nguessan.
Hier encore, ils étaient de simples auditeurs. Aujourd'hui, ils sont des experts en ingénierie du genre, désormais outillés pour porter des messages d'égalité des chances, de lutte contre les injustices et de construction de la paix au sein des familles et des communautés. Ces 63 hommes et femmes reçoivent leur diplôme. J'ai compris que cette histoire de genre dont on entendait parler n'était pas seulement une histoire d'émancipation de la femme, mais que c'était une approche qui pouvait apporter le développement à tous les niveaux, aussi bien dans les maisons que dans la société. Ce jour mémorable marque la fin d'une belle aventure et le début d'une grande mission. Nous sommes disposés à accompagner notre pays, terre de diversité et d'hospitalité, pour atteindre tous ces objectifs en matière de genre au niveau national et international. La 4e promotion des experts en ingénierie du genre a été formée durant 9 mois par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Avec une force enseignants hautement qualifiés et rompus aux arcanes du métier, avec des méthodes de travail exceptionnelles et une dynamique fortement orientée vers les résultats, nous avons réussi à créer une adéquation entre la formation et les besoins des attentes des populations. Le ministre Thomas Camara a accepté d'associer son nom et son image à cette cérémonie où l'abnégation au travail et l'excellence étaient les maîtres mots. Chers filles, auréolées désormais de vos diplômes, vous devez redoubler d'efforts pour relever les challenges auxquels vous serez amenés à faire face. Je vous encourage donc à accomplir votre mission avec détermination et à privilégier l'intérêt général. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision pilote également le programme africain de valorisation des compétences féminines, élu meilleur programme africain en 2018 par le PNUD. C'est décidément un cauchemar sans fin et il se poursuit. Le coronavirus continue de tuer, le maudit virus continue d'affecter nos vies. Le monstre affecte nos vies et c'est peu de le dire. Il a déjà tué 5,34 millions de personnes à travers la planète et en a touché jusqu'à 274 millions au total. À l'échelle nationale, ici en Côte d'Ivoire, ce sont 706 vies qui ont été fauchées par le monstre Covid. Sur 62 000, 32 malades enregistrés depuis le début de la pandémie. Méfions-nous de ce virus, il est bien malin. Pour s'en prémunir, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Je vous le rappelle quand même, portons sans cesse le masque de protection et faisons-nous vacciner. Le coronavirus, d'accord, mais d'autres pathologies continuent de s'imposer. L'insuffisance rénale, par exemple. C'est la diminution progressive et irréversible de la capacité des reins à assurer leur fonction de filtration du sang, de régulation de sa composition et de sécrétion d'hormones. Et pour débarrasser le sang des déchets et de l'eau accumulée en excès dans le corps, les malades sont soumis à la dialyse, un traitement de suppléance qui a un coût. Mais bonne nouvelle pour les malades de l'hôpital général d'Adjamé, l'association des ressortissants de l'Inde en Côte d'Ivoire décide de les prendre entièrement en charge. Contribue à la prise en charge des malades d'insuffisance rénale, l'association des ressortissants d'Inde en Côte d'Ivoire entend jouer sa partition. Elle vient de prendre en charge des malades pour une dialyse à l'hôpital général d'Adjamé. La communauté indienne est toujours très croyante. On a voulu faire comme remerciement à notre pays, Côte d'Ivoire, en aidant les citoyens qui sont en train de voir ces gens de difficultés sanitaires. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir recevoir ces dons parce qu'ici à Adjamé, on rencontre d'énormes difficultés. On a des patients même qui n'arrivent pas à payer les kits, qui sont obligés de sauter des séances parce qu'ils n'ont pas les moyens. Une initiative qui, selon le directeur de l'établissement sanitaire, vient soulager les patients qui peinent à payer leur traitement. Ces malades vraiment ont des difficultés pour leurs soins. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas tout faire. Et donc, que des communautés viennent pour les assister, vraiment, nous sommes vraiment très heureux. Je pense que ça pourra éviter des décès. Ce sont 700 patients atteints d'insuffisance rénale qui sont dialysés sur 2 à 3 000 malades enregistrés par an en Côte d'Ivoire.
C'était un reportage de Salimatou Oudia. À Korogo, à quelques 560 km au nord de la Côte d'Ivoire, c'est plutôt la hernie, à la hernie inguinale et à la cataracte que la mairie a décidé de s'attaquer. Ce sont donc 1000 malades qui ont ainsi pu bénéficier d'interventions pour un coût total de 150 millions de francs CFA. Si vous êtes à Korogo ou dans les villes et villages alentours et que vous souffrez ou de hernie ou de cataracte, vous pouvez encore vous y rendre. L'opération se poursuit jusqu'à mardi prochain. Ami Sissoko. Cette année encore, ce sont 1000 malades, dont 600 souffrant de la hernie inguinale et 400 de la cataracte, qui sont pris en charge au centre hospitalier régional de Korogo par des spécialistes venus d'Abidjan. La mairie de Korogo lance ainsi la 7e édition de ces actions sociales soutenues par les autorités de la région. Depuis 2014, grâce au quartier major au maire et surtout les instructions du Premier ministre, qui n'est plus là, mais la continuité, fait que nous continuons de faire cette action-là au profit des populations qui souvent n'ont pas les moyens de se faire opérer alors qu'elles ont la cataracte. La hernie inguinale peut être la conséquence d'efforts répétés, du port de charges trop lourdes, d'un surpoids, d'une obésité ou encore d'une constipation. Une fois opéré, le patient regagne son domicile. C'est gratuit. 5 francs, on ne paye pas. Il m'a donné mes médicaments. J'ai mal là. Aujourd'hui, ça va. J'étais opéré de l'hernie inguinale. Je suis venu spontanément. On m'a pris. Je n'ai pas payé le moins de centime. Je suis vraiment satisfait. Concernant la cataracte, l'ensoleillement est l'un des facteurs prédisposant à cette maladie. L'opération n'est pas dangereuse et ne dure que 20 minutes selon les ophtalmologues. 45 jours suffisent pour guérir totalement. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs de risque, comme la prise de corticoïdes, comme par exemple certaines maladies à long cours telles que le diabète. Mais l'ensoleillement est l'un des facteurs de risque qui fait que bizarrement, on a une prévalence assez forte de personnes souffrant avec la cataracte ici à Korogo. Ce sont plus de 150 millions de francs CFA qui sont investis par la mairie de Korogo pour soulager ces 1000 malades de la cataracte et de la hernie inguinale. Les premiers opérés de la cataracte, eux également, ne cachent pas leur joie. Avant qu'on ne fasse l'opération, je souffrais beaucoup. Mais maintenant qu'ils ont fait l'opération, je suis très contente. Donc je remercie le maire. Débuté le 11 décembre, l'opération prend fin le 21. Un reportage d'Ami Sissoko, notre correspondante dans le Grand Nord. La lutte contre la traite des personnes. L'ONG Côte d'Ivoire Prospérité en a fait son cheval de bataille. L'organisation milite pour une meilleure prise en charge des victimes en Côte d'Ivoire. Elle entreprend surtout une campagne de sensibilisation et d'information des autorités administratives, coutumières et religieuses. Les précisions de Michel Mambo, notre chef d'édition du jour. J'étais au Nigeria. J'essaie la coiffure avec une dame. Maintenant, c'est une amie à cette dernière là qui est venue un jour me dire qu'elle a un salon de coiffure également à Dubaï. Que là-bas, j'allais gagner plus d'argent. Donc, c'est comme ça cette dame a pris m'envoie ici en Côte d'Ivoire, nous à Dubaï. Et arrivée ici, elle m'a dit qu'en fait, ce n'est pas la coiffure que j'allais faire, mais c'est la prostitution. La traite des personnes. Triste réalité. En Côte d'Ivoire, les victimes sont estimées à ce jour à plus de 1200. L'ONG Côte d'Ivoire Prospérité, en abrégé CIP, s'insurge contre le phénomène. Après donc une longue tournée d'information et de sensibilisation qui l'aura conduite d'Abidjan à Tiasalé en passant par Aboisseau, Agboville, Adzopé et Grand Laou, l'organisation revient sur ses pas dans la capitale économique ivoirienne pour faire le point. Faire un bilan à mi-parcours, mais surtout un plaidoyer pour une meilleure prise en charge des victimes de traite des personnes, y compris les migrants. Depuis l'accueil, l'hébergement, la prise en charge nutritionnelle, psychologique, juridique et sanitaire, tout cela est vraiment honoré et il est bon de plaider pour que, en plus, les partenaires gouvernementaux, non gouvernementaux qui nous accompagnent, que les partenaires étatiques aussi s'impliquent dans l'accompagnement de la société civile que nous sommes. Et le Comité national de lutte contre la traite des personnes, CNLTP, ne reste pas indifférent à l'appel. Malheureusement, ce fléau prend de plus en plus de l'ampleur en dépit des efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire
Et justement, c'est cela que nous tenons toujours prêts auprès de nos partenaires, les ONG, la société civile en général, pour mener vraiment à bout ce combat. Favoriser l'accès aux soins pour tous les Ivoiriens, œuvrer pour le bien-être des populations vulnérables, l'autonomisation de la femme, autant de missions que ça signe Côte d'Ivoire Prospérité depuis sa création en 1997. On se rend à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Sur place, les autorités municipales ont décidé de soutenir une initiative de l'Association des Sœurs Unies de la Maraoué. Ces femmes commerçantes vendent essentiellement un pagne tissé traditionnellement par le peuple gouro. Reportage Théodore Zouzou, commentaire Franck Quadio. Promouvoir le pagne tissé traditionnel gouro, le kamandje. C'est le combat de l'association Les Sœurs Unies de la Maraoué à Yopougon-Lem. Elle présente ce produit devenu l'élément fondamental de leurs activités génératrices de revenus à l'autorité municipale et pour l'occasion plaide en faveur d'un appui. Le pain baoulé était une richesse des gourous. C'est pas plus négligence qu'on a perdu le pain baoulé. Aujourd'hui, on appelle pain baoulé, pourtant c'était pour les gourous. Et c'est cette richesse-là, je ne veux pas qu'on perde. C'est pourquoi je veux valoriser ce pain, qui est le pain kamandje. J'ai besoin d'aide pour que je puisse aller de l'avant avec cette culture qui est notre richesse. Conformément à la tradition, l'hôte Issoufou Koulibaly, représentant le maire Kafana Koné, est habillé en kamandje par la chefferie gourou du quartier. Les qualités et mérites de ce pagne sont présentés pour l'occasion. Il est évident qu'étant réunis, cela va nous faciliter la tâche dans l'aide qu'on pourra leur apporter pour l'autonomisation. Elles ont demandé dans leur intervention qu'on puisse leur trouver un espace, des boutiques où elles puissent vendre en toute quiétude et dans de bonnes conditions le pain kamandje. Le ministre Kafana a fait construire un centre artisanal destiné à ce genre de produits, tels que nos produits locaux. Donc il est évident que lorsqu'on va définir les conditions d'accès à ce centre artisanal, qu'on fera un clin d'œil aux femmes gourous qui sont réunies autour de Mme Zanlou pour valoriser le pain kamandje. Les Sœurs Unies de la Maraoué sont un groupement de 55 revendeuses de ce pagne qui équivaut à 20 peu selon la coutume gourou, peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette association est créée depuis 2020 pour conduire ces femmes qui entreprennent en faveur de la pleine autonomisation. Passons maintenant à l'énergie verte pour les citoyens d'Afrique. C'est un concept, un projet que développe l'Allemagne dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que des gestionnaires de centres de services agricoles ont été formés récemment pour une meilleure disponibilité des équipements dans les zones rurales qui ne bénéficient pas de l'électricité. Reportage Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Le projet Énergie verte pour les citoyens d'Afrique, initiative du ministère allemand de la coopération au profit de 9 pays subsahariens, dont la Côte d'Ivoire, amorce un nouveau cap. Celui de la formation des personnes ressources qui auront pour mission, en tant que gestionnaire de centres de services agricoles, CSA, de garantir la disponibilité de l'équipement pour un accès facile des populations des zones rurales. Nous avons pour mission de travailler à la promotion des équipements solaires à usage positif. Et donc nous avons vu que le solaire n'est pas une bonne place en Côte d'Ivoire. Et du coup, quand nous sommes rapprochés vers les entreprises qui vendent ces équipements, la plupart sont basés à Abidjan. Et pendant que les étagères finaux sont basés dans les villages. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait former des gens qui soient des relais. La formation de Yamoussoukro est pour le GIZ et ses gestionnaires une étape nouvelle dans la mise en œuvre du projet Énergie verte. Cette formation, c'est un début de collaboration. Nous, on a encore quasiment 2 ans de projet, donc on compte vraiment vous compter comme nos partenaires, aux prémices des étapes qui vont arriver après, notamment le temps que vous avez passé pour réfléchir à la manière dont vous souhaitez vous mettre en réseau. Là encore, on est là pour vous accompagner. Nous avons appris comment il faut utiliser une pompe à émerger. Nous avons aussi appris comment il faut utiliser un réfrigérateur solaire. Nous avons appris pas mal de choses. Le projet Énergie verte pour les citoyens d'Afrique se fixe comme objectif l'acquisition pour les ménages en zone rurale de systèmes d'énergie renouvelable sous forme photovoltaïque pour la fourniture d'électricité.
Nous sommes le 18 décembre et c'est ce soir qu'on connaîtra les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire dans le cadre de la 23e édition des Ebonies. En attendant, la journée a été sportive, une journée donc pour célébrer l'excellence et le mérite initiée par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji faisait partie des centaines de journalistes présents à Yamoussoukro pour l'événement. Cross populaire et séance de gymnastique au village Eboni de Yamoussoukro pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, des centaines de journalistes de la presse écrite, numérique et audiovisuelle ont troqué leurs plumes au profit des crampons. Ces professionnels de médias célèbrent à travers le sport l'excellence et l'éthique. Le sport, pour eux, présente des avantages pour l'exercice de leur métier. Mais l'initiative est bonne d'avoir instauré ce cross parce que ça nous permet à nous tous, n'est-ce pas, de transpirer et d'avoir la santé. Cette journée sportive est organisée en prélude de la 23e nuit des Ebonies 2021 sous le thème « Journalisme et fake news, défi ou défiance ». La mauvaise information entraîne beaucoup de situations graves dans le monde. Donc aujourd'hui, si l'UNJCI, qui est la fêtière des journalistes de Côte d'Ivoire, prend, comme on appelle, son bâton de pèlerin pour prôner l'excellence, je crois que c'est une bonne chose. Le week-end des Ebonies, c'est une forme de récréation dans le sens noble du terme. C'est-à-dire, après avoir créé, il faut se recréer. Il faut se recréer, certes, au niveau de l'esprit, mais il faut se recréer aussi au niveau du corps. Et la meilleure manière de se recréer au niveau du corps, c'est le sport. Ce week-end festif est l'occasion pour l'UNJCI d'organiser la finale du tournoi de football de la confraternité. L'Union des blogueurs de Côte d'Ivoire et l'Association de la presse étrangère se sont opposés dans le fair-play pour cette étape du week-end des Ebonies 2021. Et bonne chance à tous ceux qui sont dans la compétition des Ebonies, même si c'est sûr que les journalistes de la RTI feront une razzia. Merci de nous avoir suivis et à demain, 13h.